Le box modeling, la modélisation par boîte, en tout cas comme je l'entends, c'est en gros, à partir d'une forme simple, d'une primitive, de venir rajouter des détails à notre modélisation en sculptant cette forme, en la coupant, en la divisant ou en l'extrudant. Dans les faits, dans cet épisode, on va surtout voir, dans une première partie, comment effectuer un calibrage caméra. Un calibrage caméra, c'est trouver l'emplacement et les paramètres d'une caméra existante, comme par exemple celle qui a servi à prendre une photo ou faire un rendu à partir d'une modélisation. Puis, pour la partie modeling en elle-même, on va utiliser que quelques commandes du polymodeling, les plus fréquentes, rapides et efficaces. Et on va également voir quelques mises en garde pour garder une modélisation polygonale propre et géométriquement correcte. C'est un mode ou une manière de modéliser que j'affectionne beaucoup, qui peut être précis, mais en fait, même si précis ne veut pas dire grand-chose, puisqu'on peut être précis avec n'importe quel mode de modélisation, mais qui peut également se faire, on va dire, à vue, sans trop se prendre la tête sur les tailles et les dimensions. Encore une fois, en modélisation, tout dépend de ce qu'on veut faire. On va pas passer une semaine à modéliser un bâtiment, d'arrière-plan ou pour lequel on n'a pas besoin d'une précision BIM. Ici, j'ai l'impression que le polymodeling se prête bien justement, à ces bâtiments, de second plan, mais pas que. Allez, on y va. Here we go! Alors pour calibrer la caméra, on va s'aider d'un petit logiciel qui s'appelle FSpy, un logiciel, gratuit et open source comme Blender. Calibrer, ça veut dire à partir d'un point de vue, calculer l'emplacement et les paramètres d'une caméra, comme par exemple sa focale, d'où le F de FSpy, un espion de la focale. Donc ici, il va falloir qu'on télécharge deux choses. D'un côté, le logiciel qui va faire ces calculs, mais aussi un petit plugin d'import de ce fichier de calcul dans Blender. Bon, pour le soft, pas de problème, c'est un fichier exe si vous êtes sur Windows. Vous avez juste à le télécharger et à l'exécuter. Pour la donne, en revanche, si on clique sur ce lien, on arrive sur une page un peu étrange qui est GitHub. GitHub, c'est un dépôt de code source en tout genre, en open source. Tout ce qui se trouve sur ce dépôt peut être téléchargé, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, ou complété pour participer à un projet, pour contribuer à un projet collectif de développement, voire même peut être carrément réutilisé pour faire carrément autre chose, c'est ce qu'on appelle un fork, une fourchette, je pense en français. Ici, on va juste télécharger le projet en format zip en cliquant sur cloner ou télécharger et télécharger le zip en couplet. Le zip au couplet va contenir tous les fichiers que l'on voit ici, même si dans les faits, les seuls fichiers qui nous intéressent ce sont ces petits fichiers en .py qui sont des fichiers Python, qui est un langage de programmation que Blender connaît bien. Pour installer ce plugin, cet add-on, on l'a déjà vu pour l'import de DWG par exemple, on va aller dans Édition, Préférences, et là cette fois-ci, si on tape FSpy, eh ben, on ne trouve rien, parce que ce plugin ne fait pas partie directement de Blender. Mais on peut venir installer des plugins non natifs en cliquant sur le bouton Install et en allant chercher le zip que l'on vient de télécharger. Une fois qu'on a installé ce plugin, il ne nous reste plus qu'à l'activer. On peut déplier le panneau pour avoir quelques informations, notamment où trouver la commande. Ici, ça va se trouver dans Fichier importer, importer un fichier FSpy. Et on va l'activer. Et si vous avez l'option Autosave de cocher, on n'a rien d'autre à faire. Sinon, on va venir sauvegarder les préférences si vous voulez que ce plugin se lance à chaque nouveau démarrage de Blender. Donc maintenant, on peut venir importer un fichier FSpy, sauf qu'on n'en a pas. Il faut nous en créer un d'abord. Donc on va venir télécharger le logiciel en cliquant sur le bouton télécharger. Ici, l'image qu'on va essayer d'espionner, c'est ce rendu que l'on trouve sur le site de TurboSquid. Certains sont gratuits, d'autres sont payants, voire un peu chers. Ici, ce fichier du Bauhaus coûte 124 $. Donc on va faire un truc étrange, on va venir télécharger cette image du rendu pour essayer de refaire le rendu à partir de cette image et non télécharger le fichier 3D. Vous me suivez? On n'a plus qu'à importer notre image dans le logiciel et voilà à quoi ça ressemble. On trouve à droite une série d'informations, des chiffres un peu incompréhensibles, et à gauche un panneau de contrôle. Au milieu, on retrouve notre image, des axes rouges et verts qui représentent les axes X et Y, et un point central que l'on peut venir bouger. Alors du coup, pour essayer de calculer la focale de cette caméra, on va venir placer les axes X et Y sur notre photo. Donc on va prendre le premier, le rouge par exemple,
sur ces horizontales-là et leurs parallèles. Donc cette image s'y prête assez bien, puisque ce n'est qu'une grosse boîte. Puis on va placer ces axes verts sur les perpendiculaires aux premières. Alors là, on l'a fait assez vite, c'est assez dur d'être précis, on ne peut pas venir zoomer sur cette image, ni avec la molette, ni avec CTRL+, CTRL- ou n'importe quel autre raccourci que l'on utiliserait dans d'autres logiciels. Il n'y a non plus aucun menu qui nous permet de faire ça. Par contre, pour gagner un tout petit peu en précision, avec la touche Shift enfoncée, on va venir rebouger ces points et essayer de faire bouger. Là, dans le blanc, ça se voit pas trop, mais vous voyez, il y a une petite croix blanche au centre et on va essayer de venir l'accrocher le plus précisément sur les bords de mon bâtiment. Et je vais faire ça sur tous les autres. Ok. Première petite chose, ici, là, mes axes sont réglés. Je peux venir balader ce point pour vérifier que les perspectives sont correctes. Je peux venir également m'aider d'une autre visualisation de ce repère en venant chercher ici l'option Box. Et là, je m'aperçois tout de suite que si mes axes X et Y sont plutôt pas mal, que mon axe de Z pointe vers le bas, mais ça, c'est pas trop grave, on viendra le changer tout à l'heure. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que cet axe des Z n'est pas du tout là où on l'attendrait. Enfin, on attendrait à ce qu'il descende bien à la verticale, et là, on trouve un sacré angle. On est bien sur une image à deux points de fuite, un vers la gauche pour l'axe des X et un vers la droite pour l'axe des Y. Et pour redresser cet axe Z, il nous faudrait un troisième point de fuite pointant vers le ciel ou le sol. Sauf que ici en haut, je pourrais dire au logiciel ok, d'accord, on a 3 points de fuite, je vais en rajouter un, sauf que on ne peut choisir qu'entre 1 et 2 points de fuite. Alors ça, c'est un problème récurrent en archi, parce que on trouve soit des photos prises par des photographes professionnels avec des objectifs à décentrement qui viennent redresser ces verticales, soit avec des fichiers de rendu où souvent les verticales sont redressées. On verra d'ailleurs comment faire ça dans Blender quand on viendra faire nos premiers rendus. Ici, pour ajouter un troisième point de fuite, il va falloir qu'on ruse un tout petit peu. On va aller changer une option ici, dans point principal, et on va venir chercher l'option à partir d'un troisième point de fuite. Il est venu me rajouter deux axes en bleu, un peu n'importe où, et à droite, tout le panneau de calcul a disparu, puisqu'ici, la vue perspective est incorrecte et le logiciel est incapable de calculer la focale. Donc on va venir bouger ces axes, et on voit ici, en bougeant notre boîte, que notre boîte qui était censée être cubique est ici complètement déformée. On ne le verra pas, mais si on importe ce fichier dans Blender, on verra que les paramètres de la caméra vont être complètement chelous. La méthode que j'ai trouvée pour effectuer quelque chose d'à peu près correct, c'est d'inverser les axes bleus avec les axes verts. Donc on va recommencer. Voilà. Alors je ne sais pas si ça dépend de la photo ou du projet en lui-même. Là, mon cube est toujours un peu déformé, mais il l'est un peu moins. Donc on est bien d'accord, ça ne va pas être quelque chose de parfait, mais pour l'exercice ici, ça nous suffira. Dernière petite chose à régler, ici mon axe des X pointe bien vers les horizontales, mais mon axe des Y pointe vers le bas et le Z vers un des côtés. Il va falloir qu'on reconfigure ces axes en remettant le Z en haut, puisque dans Blender, le Z pointe vers le haut, en choisissant ici, en lui disant que cet axe 2 représente le Z. S'il est à l'envers, on va lui dire que l'axe bleu représente les -Z. Dernière chose avant d'enregistrer mon fichier, je vais venir placer l'origine de mon cube à un point stratégique, comme par exemple le coin de mon bâtiment. Ok, j'ai plus qu'à enregistrer mon fichier, puis retourner dans Blender pour venir l'importer. Alors j'utilise toujours ici la version portable 2.82a, comme depuis le début de ces tutoriaux. Et avant de venir importer notre caméra, on va venir sélectionner toute notre scène et supprimer tous les objets. Donc on va taper sur A au clavier pour tout sélectionner et Sup pour supprimer. On va aller dans Fichier, Importer. Et voilà, alors qu'est-ce que j'ai ici? Je n'ai maintenant dans mon fichier qu'une seule caméra qui s'appelle SPY Bauhaus, comme je l'ai nommé. Caméra qui a été réglée avec des paramètres de positionnement, mais également des paramètres de focale. Le point 0 de ma scène est représenté par le curseur 3D, qui est bien au coin de mon bâtiment. Et j'ai également une image de fond de caméra qui a été réglée ici. Et si je sors de ma vue caméra en bougeant, l'image disparaît. Qu'on avait vu dans un précédent épisode
la différence entre image de référence et image de fond. Ici, on est bien dans une image de fond de caméra. Donc je vais venir me remettre en vue caméra en tapant 0 au clavier et je vais pouvoir commencer à rajouter des objets à ma scène directement dans cette vue calibrée. Donc je vais ajouter un cube, soit en allant le chercher ici dans le menu en haut, soit comme un pro en tapant Shift A au clavier et en venant ajouter un cube. Mon cube s'ajoute bien au point 0 et je vais maintenant le mettre ou essayer de le faire correspondre à mon image de fond. Pour faire ça, je vous conseille deux choses. D'une, c'est de se mettre en mode édition en tapant sur la touche Tab de votre clavier ou en allant chercher le menu ici. Et de se mettre en vue rayon X, soit en venant l'activer ici, soit avec la combinaison de touches Alt Z au clavier. Je vais aller chercher le mode d'édition de face, soit en cliquant ici, soit encore une fois avec la touche 3 de votre clavier. Et là, je vais venir, quelque chose également que j'utilise beaucoup, c'est un nouvel affichage des axes de déplacement dans Blender qui se trouve ici, et on va aller venir chercher le gizmo de translation. J'ai donc ajouté une première boîte pour la partie principale de mon bâtiment. Je vais en ajouter une deuxième, même si ce n'était pas nécessaire, je vous montrerai après pourquoi, pour la partie en béton. Pour cela, je vais sortir du mode Edit, rajouter un cube et faire la même manip. OK, là je l'ai fait totalement à vue. Je pourrais venir faire quelques ajustements en, par exemple, venant chercher cette face de derrière et en venant bien l'aligner sur cette face avec les options d'accrochage que je vais régler par exemple sur Vertex et faire pareil pour la face du dessous, voire même m'assurer que ces deux faces sont bien sur le plan 0 en allant chercher dans le N panel. Voilà, j'avais oublié de bouger cette face. Ok, mais d'accord. Comme vous avez vu, quand je sors de ma vue caméra, mon fond disparaît. Alors, on remarque déjà que ma modélisation est loin d'être précise. On verra ce qu'on pourra améliorer plus tard, mais déjà, ce volume n'est pas centré sur le volume de derrière, et je pense que le bâtiment est beaucoup plus allongé que ce qu'il n'est dans la réalité. Mais bref, donc je vous disais, dès qu'on sort du mode caméra, notre image de fond disparaît. De plus, même en mode rayon X, eh ben, je ne vois pas beaucoup l'image de derrière, encore que là ça pourrait le faire, donc ça va être assez ardu de modéliser. On va voir un truc de fou, on va venir projeter l'image de fond à partir du point de notre caméra sur nos deux cubes. Ça paraît soit fou, soit incompréhensible, mais vous allez voir, ça va être fun. Je vais donc venir sélectionner mon cube, ou en tout cas mon grand volume, lui ajouter un modificateur, projection d'UV. UV, on verra plus tard, mais ce sont les coordonnées des points de texture. Dans le projecteur d'UV, je vais choisir une caméra, ça tombe bien, j'en ai qu'une. Puis, même si je sais qu'on n'a pas beaucoup vu les matériaux, même pas du tout, on le verra explicitement dans un, voire même une partie que sur les matériaux, mais on va venir ajouter un premier matériau à ce volume en allant chercher ici dans l'onglet matériaux, en venant créer un nouveau matériau en cliquant sur New, et on va faire vraiment un matériau basique en ajoutant à la place de la couleur notre image de fond. On va aller venir cliquer sur le petit rond à côté, choisir texture image, et dans le petit panneau déroulant, venir choisir l'image de fond de notre caméra. Ici, rien ne s'est passé, mais c'est parce que je suis en mode shading. Et pour voir le résultat de premier matériau que je viens de créer, je vais plutôt me mettre en mode prévisualisation de matériaux. Ok, génial, c'est moche. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Deux problèmes. Le premier problème, c'est que notre image a été projetée avec un ratio de 1 par 1, comme si notre image de fond était un carré, ce qui n'est pas le cas. Donc pour régler ça, on va retourner dans les paramètres du modificateur et on va calculer le ratio de notre image. Pour faire ça, rien de compliqué. Je vous avais dit que les dimensions de l'image ont été importées dans les paramètres du rendu. Donc ici se trouvent les dimensions de mon image. J'ai plus qu'à calculer le ratio en divisant le premier chiffre par le deuxième. Si vous avez la flemme de sortir une calculette ou de faire ça de tête, vous pouvez prendre n'importe quel paramètre de Blender, comme par exemple celui-là, et faire l'opération ici. Oups, non, pas n'importe lequel. On va prendre un paramètre qui accepte les chiffres à virgule, comme par exemple celui-là, aspect XY, et le résultat est 1,618. Je vais prendre ce résultat et le copier et remettre le paramètre par défaut. Si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez faire clic droit et restaurer la valeur par défaut.
Cette valeur-là de 1,6, je vais aller la coller dans l'aspect en X de ma projection. Waouh, c'est toujours moche. Deuxième problème. Ici, qu'est-ce qui se passe? Le modifieur projection d'UV marche superbement bien, mais il est venu calculer la projection sur un volume qui a certes 6 faces, mais seulement 8 points. Il faudrait venir ici rajouter de la définition à mon volume, à mon cube. On pourrait par exemple, même si on ne va pas le faire, c'est juste pour vous montrer, rajouter des subdivisions. Je vais pour ça passer en mode édition, sélectionner toutes mes faces avec A au clavier et faire clic droit, subdiviser. Ici, je viens de rajouter une seule subdivision, donc multiplier mon nombre de faces par 4. Et vous voyez déjà que l'image commence à être un peu plus proche de ce qu'on imagine. Je vais refaire un clic droit pour rajouter un niveau de subdivision. Et plus je rajoute des subdivisions, plus l'image est propre et nette. En revanche, ça ne m'arrange pas du tout pour la suite des opérations, parce que je vais venir modéliser, venir couper des morceaux de cette boîte, ajuster les arêtes, bouger les points. Et là, je me retrouve déjà avec plus de 1500 faces qui composent mon cube. C'est tout à fait ingérable. Donc, je vais venir annuler tout ça, sortir du mode édition, et ajouter un nouveau modificateur qu'on n'a pas encore vu à ce volume, qui est le modificateur subdivision de surface. Subdivision de surface est donc un modificateur qui va venir subdiviser ma forme de manière paramétrique ou en tout cas non destructive. Ici, il est venu adoucir totalement ma forme, c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est que ce modificateur a deux méthodes de fonctionnement principales. La première qui est 4 moule Clark, qui vient vraiment adoucir, arrondir ma forme. On verra ça dans un autre chapitre où on essaiera de modéliser un bâtiment de Zaha Hadid. Pour le moment, on va juste cliquer sur Simple qui rajoute juste un nombre de divisions sans toucher au coin de départ. Je peux venir basculer en mode wireframe pour voir ce qui s'est passé et on voit que à ma forme a été rajoutée une subdivision. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a fait au moins 2 ou 3 fois l'opération avant que l'image soit suffisamment correcte. Et bien là, on va faire la même chose ici dans les paramètres. Oups, je vais d'abord me remettre en mode prévisualisation de matériaux. On va venir ajouter des subdivisions, soit dans le viewport, qui est la vue 3D, soit dans le rendu. A priori ici, on se fiche du rendu, on pourrait presque même le remettre à 1, et on va augmenter cette valeur, et comme tout à l'heure, plus on l'augmente, plus mon image est bien projetée. On peut aller jusqu'à 4 si on veut, voire 5, même si on va rajouter des points inutilement, ou moi je vais peut-être plutôt rester à 3. Enfin, juste pour vous montrer, si je repasse en mode wireframe, également, plutôt que d'aller le chercher là-haut, je vais faire Shift Z au clavier. Donc j'ai bien un cube subdivisé. Et si maintenant je repasse en mode édition pour voir où en sont toutes ces subdivisions, eh bien j'ai bien mon cube à 6 faces et à 8 points. Ce cube que je vais pouvoir venir couper, extruder et voilà, faire tout ce que je veux faire en mode box modeling. Dernière chose avant de justement de s'attaquer à la dernière partie modélisation de cet exercice, on va venir faire la même chose sur le petit volume de façade. Mais plutôt que de refaire exactement tout ce que je viens de faire, c'est-à-dire ajouter un matériau, ajouter deux modificateurs, régler les paramètres, le ratio, le nombre de subdivisions et tout ça, je vais venir les copier de l'un à l'autre. Alors, pour copier des paramètres d'un objet à un autre, il faut tout d'abord sélectionner l'objet ou les objets qui vont recevoir ces paramètres, donc vers qui je vais venir les copier, puis à la fin, sélectionner l'objet pour lequel je vais venir copier ces valeurs. Le dernier objet sélectionné étant dans Blender l'objet actif. Une fois que les objets sont sélectionnés, je vais venir faire CTRL L. Alors, ici, je suis désolé, mais je ne sais pas du tout où ça se trouve dans les menus. Vous le retrouverez si vous le cherchez. Ah, ici dans Objet, Make Links. Mais on va faire CTRL L et on va venir copier à la fois le modificateur, puis le matériau. Maintenant, mes deux objets ont les mêmes paramètres, la même projection, et je vais pouvoir, juste avant de passer en mode modélisation, venir faire quelques ajustements de détails en vue 3D. Ok. Alors, avant de vraiment commencer le box modeling, deux petites choses concernant le dimensionnement. Première chose, il ne vous aura pas manqué qu'on a dessiné ces boîtes sans aucune dimension. Si je sélectionne mon premier volume, je m'aperçois par exemple qu'il fait 2,8 mètres de hauteur, ce qui paraît être un peu juste pour les dimensions du Bauhaus. On va venir régler ça dans quelques secondes. Juste avant, là on est en mode objet, on voit les dimensions apparaître ici dans le N-panel. Quand on est en mode édition, ce N-panel disparaît et je ne vois plus aucune dimension nulle part.
Il existe pourtant une petite astuce pour voir les dimensions en Edit Mode, et c'est assez pratique. Ça se trouve dans le petit panneau Overlays, ici, tout en bas. On a des options de mesure que l'on peut venir cocher. Alors on va pas venir tout cocher, mais on va venir cocher l'affichage de la longueur des segments. On voit déjà quelques longueurs apparaître. Et juste pour vous montrer, on peut également afficher la surface ou les angles entre les arêtes. Je vais venir désafficher ça tout de suite. On remarquera pas que je me suis trompé quelque part, j'ai dû bouger une arête au lieu de bouger une face, c'est pas bien grave. Ok, maintenant la mise à l'échelle générale. Alors pour remettre tout ça à l'échelle, je pourrais retourner en mode objet, sélectionner mes deux objets et les remettre à l'échelle en tapant S au clavier comme on a vu dans l'épisode précédent. Le problème ici, c'est que ma remise à l'échelle, d'une, ça va complètement annuler ma projection et mon mapping du V, et de deux, ça va complètement également bouger mes volumes par rapport au fond de l'image. Donc on ne va pas faire ça, on va annuler et on va venir tout sélectionner. Si on sélectionne tout, on va venir sélectionner à la fois mes objets et à la fois la caméra avec son fond. Donc je tape A au clavier pour tout sélectionner et S pour une remise à l'échelle. Alors ici on a l'impression qu'il ne se passe rien puisque je remets à la fois mes volumes à l'échelle et la caméra. Pourtant, si vous regardez dans le panneau des dimensions, ici à droite, vous voyez que je suis en train de changer considérablement mes mesures. Pour faire quelque chose d'un peu plus propre, d'un peu précis, je peux faire la même chose mais non plus dans la vue caméra, mais dans une vue latérale de côté, comme la vue de face par exemple. Ici, chaque grosse grille m'indique que la hauteur totale de mon volume fait 3,10 m. Je vais au moins multiplier cette hauteur par 4. Donc je vais faire S4 au clavier. Et je pourrais être tatillon au point de vouloir remettre le coin de mon volume sur le point 0 en faisant Maj, clic droit avec les accroches activées ou Shift Tab au clavier. Puis, si vous avez configuré le raccourci qu'on a configuré dans un précédent épisode, vous pouvez faire CTRL Shift clic droit. Ou, si vous n'avez pas configuré ce raccourci, faire CTRL Set Origin to 3D Cursor. Alors là, c'est cool, sauf que mon axe, qui va me permettre de bouger mes éléments, ne s'est pas déplacé sur ce petit point orange qui est le point de base de mes origines. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que ce gizmo de transformation est à peu près au milieu de tous mes objets sélectionnés. Ici, j'ai 3 objets sélectionnés, ma caméra et 2 volumes. Donc je suis à peu près aux 2 tiers, 1 tiers de ces 3 objets. Ça, je peux venir le changer ici, dans où mettre le point pivot, et je vais venir, en espérant que ça marche, cliquer sur régler le pivot sur l'élément actif. Une fois que ce pivot est réglé au bon endroit, je vais pouvoir venir accrocher ce point sur la grille en activant les accroches incrémentales, accroche sur la grille absolue. G pour bouger. Bon, voilà, je me suis trompé de point, mais c'est pas bien grave. Bon, j'ai un peu galéré, mais j'y suis arrivé. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à couper nos géométries. On va commencer par ces 4 fenêtres-ci, et on va voir une version un peu longue et pas très marrante. Donc je vais sélectionner ce volume, me mettre en vue de face avec CTRL 3, et je vais venir en mode édition. Ah, vous avez vu que j'ai encore oublié d'appliquer les options de transformation. Je vais donc retourner en mode objet et remettre ces valeurs à 1 en faisant CTRL A, Cal. Et dans la vue de face, je vais venir chercher l'outil couteau, qui, pour ceux qui aiment ça, se trouve ici dans cette barre, ou avec le raccourci K au clavier. Alors l'outil couteau nous permet de venir couper. Ici, on l'a fait totalement à l'œil. On peut également contraindre le mouvement sur les axes parallèles et perpendiculaires en refaisant K puis C. C pour contraindre. Maintenant, entrée pour valider. Cette coupure est maintenant droite. Je pourrais refaire la même chose partout pour dessiner le contour là de mes 4 fenêtres. Mais on va voir une méthode un poil plus rapide et efficace. Je vais donc revenir en arrière, faire CTRL Z, et chercher cet outil ici qui est le Loop Cut ou CTRL R au clavier. Loop Cut qui va me permettre de couper un objet en faisant une boucle. Donc CTRL R au clavier, je peux choisir la direction, donc soit ici horizontalement, soit ici verticalement, soit verticalement mais sur cette face. Puis ici, je vais venir tirer soit à gauche, soit à droite, soit spécifier une distance. Alors attention ici, gros problème, cet outil ne fonctionne qu'en valeur relative et non en valeur absolue. On ne peut pas
pour le moment dans Blender. Je suppose que ça fera partie d'une mise à jour un jour, ou en tout cas je l'espère. Mais on ne peut pas spécifier de distance. Par exemple, coupe-moi cet objet à 1 mètre de ce trait. Petite démonstration, si je fais CTRL R, ici en haut à gauche, vous voyez les seules valeurs que Blender va ici nous permettre. C'est une valeur qui va de 1 à -1, 0 étant le centre. Cependant, il existe une petite technique de Hue pour couper en valeur absolue. Je vais venir refaire CTRL R, cliquer au milieu pour activer cette découpe verticale, venir dans un coin ou dans l'autre, plutôt ici, parce que je vais venir couper à une distance de mon mur, me mettre à 0. Les points que je viens de couper sont toujours sélectionnés, et donc là, je vais pouvoir, cette fois-ci, les bouger en valeur absolue, en faisant G au clavier, Z pour contraindre Y, pardon, pour contraindre l'axe des Y, et ici, je peux venir taper au clavier 0,25 pour spécifier 25 cm à partir du bord. Je peux venir vérifier que je ne me suis pas trompé en cliquant sur cette arête. Blender me dit qu'elle fait bien 0,25 cm. Du coup, pour finir rapidement ces fenêtres, je vais refaire CTRL R et appliquer quelques nouveaux cuts. Alors, je viens de le faire dans la vue perspective. Il aurait été plus sage de le faire, si possible, dans la vue caméra, puisque la projection se base sur ce point de caméra. On va voir une deuxième commande ultra importante dans ce mode de modélisation, c'est comment venir tirer ou pousser sur un polygone que je viens de découper. Donc on va venir sélectionner, en mode face 3 au clavier, sélectionner ces 4 faces, et si vous tirez dessus avec les flèches, vous emmenez tous les polygones auxquels ils sont connectés. Pour les rentrer vers l'intérieur ou à l'inverse vers l'extérieur, on va donc faire une extrusion. Et avant de vous dire que l'extrusion se fait avec la touche E du clavier, on va faire CTRL F. CTRL F en mode édition va nous montrer tout ce qu'il est possible de faire sur des faces. Tout ça pour vous montrer que l'extrusion se trouve là-haut. Puis on va pouvoir soit tirer avec la souris à l'intérieur ou à l'extérieur, soit spécifier une distance en absolu. Je vais retaper 0,25. Ah, donc là, pour inverser cette valeur, je ne vais pas tout effacer pour retaper moins 0,25, mais j'ai juste à taper moins au clavier. Pour dessiner tous les petits carreaux de mes menuiseries, je vais refaire CTRL R pour Loop Cut, mais plutôt que de les dessiner un à un, en les plaçant un peu à vue, avec ma molette, je vais venir rajouter un nombre de sections. Ici, je suis à 3, je vais aller jusqu'à 4 sections représentant 5 polygones. Tapez 0 au clavier pour bien le laisser en place. Et j'ai ici mes premiers éléments de menuiserie. Je pourrais faire la même chose dans l'autre sens, et ainsi de suite. Tant qu'on est sur des menuiseries, là, sur des carreaux, ici, je n'ai qu'un carré sélectionné. Avec la touche Shift enfoncée, je vais venir rajouter quelque chose à ma sélection. Si je reclique dessus, je le retire de ma sélection. Dans Blender, il y a également deux astuces assez pratiques que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est on va sélectionner un premier carreau, puis se diriger vers un second et faire CTRL-clic. Ici, Blender va sélectionner toutes les faces qui sont entre mes deux objets. Si je refais CTRL-clic, je suis en train de faire un petit snake pour ceux qui ont connu les Nokia. Mais si je refais la même chose, que je resélectionne mon premier carreau, que je me dirige vers le coin opposé et que je fais CTRL-SHIFT, ici je viens de sélectionner, non plus en ligne ou en colonne, mais les deux à la fois. La commande correspondant à ce raccourci s'affiche ici, prendre le chemin le plus court. Une fois que toutes ces faces sont sélectionnées, je vais taper I au clavier pour Inset et ici, ce n'est pas du tout le comportement auquel j'attendais. Je m'attendais à ce que tous les carreaux se rétrécissent en eux-mêmes. Ici, il m'a sélectionné tous mes polygones comme une seule entité. Pour corriger ça, il faut que je rappuie une deuxième fois sur la touche I. I, I. On le voit écrit en haut. On va pouvoir venir activer l'option individuelle qui est ici sur Off. Alors, on commence à plus y voir grand-chose avec tous ces chiffres. Je vais soit les décocher, soit les mettre plus petits. Donc je vais refaire I, I. Et là, dernière option qui va peut-être pas beaucoup se voir ici, je vais peut-être refaire un autre exemple un peu plus loin sur une surface un peu plus grande. Je vais pouvoir ici spécifier une distance comme partout. Je vais mettre 0,02 pour 2 cm et taper Entrée. Juste là, je vais réactiver mes outils de mesure pour vous montrer qu'est-ce qui fait 2 cm ici
Eh ben, en tout cas, c'est pas cet arrêt-ci. Dans Inset, bon là je m'aperçois que je n'ai pas laissé les valeurs par défaut, mais dans Inset, on peut spécifier 2 distances. Soit cette distance-ci, la diagonale, soit la distance par rapport au bord, celle-ci, ou celle-là. Pour activer cette deuxième méthode qui est bien plus pratique, donc spécifier la distance par rapport au bord, il faut venir cliquer une option qui s'appelle décaler de la même distance, offset even. Si je la redécoche et que je valide, et que je retourne voir cette petite diagonale, maintenant cette diagonale fait bien la distance que j'ai spécifiée au clavier. Micro, dernière petite chose, et après on arrête avec Inset, je vais encore une fois revenir en arrière, je vais refaire II, spécifier une distance. Quand on valide la commande, on vient sélectionner les faces intérieures qui ont été créées via cette commande. Il est parfois plus avantageux de venir sélectionner non pas la face intérieure, mais les contours qui ont été créés. Et pour faire ça, je vais venir sélectionner cette option ici, sélectionner les contours. Ainsi, une fois ces contours sélectionnés, je vais pouvoir leur donner une petite épaisseur avec la touche E au clavier pour venir les extruder. Et je vais taper 0,05 par exemple. Ok, on a notre première fenêtre. On a notre première fenêtre et surtout, je crois qu'on a vu à peu près l'essentiel de cette méthode. Couper, réduire, extruder. A priori, avec ça, on fait déjà presque tout. Je vais réfléchir à ce que je viens de dire, mais en attendant, je vais vous montrer deux, trois petites choses qui est plutôt sur comment maintenir une géométrie propre. Pour cela, je vais plutôt aller sur mon autre volume, sur le gros volume, en mode édition, et je vais faire quelques loop cuts comme ce que je viens de faire. Voilà, là je viens de créer l'espèce de proto-trame qui va me servir à venir redessiner les éléments de menuiserie de mon mur rideau. On vient de commencer à subdiviser mon modèle, mais comment je peux faire maintenant si, parce que je me suis trompé ou parce que je veux faire autre chose, comment je peux fusionner plusieurs faces? Bon, bah ça, a priori, c'est assez facile. Je vais me mettre en mode face, je vais sélectionner mes faces, et vous pourrez chercher dans les menus, il n'y a pas vraiment de commande fusionner les faces. On va cependant faire un truc à la fois puissant mais bizarre dans Blender. On va venir cliquer sur supprimer. Et ici, on le verra plus tard que si on clique sur face, on va supprimer les faces. Mais si on clique sur dissolve, dissoudre les faces, on est venu recréer une face à partir des trois premières. On est venu, oui, bah vraiment dissoudre. Ok, donc je vais dissoudre par exemple toute celle-là, voire même carrément la supprimer. Ici, j'ai donc un trou. Comment je peux faire pour remplir ce trou? Eh bien, je vais par exemple venir sélectionner le contour en me mettant en mode de sélection d'arête et un peu comme tout à l'heure avec les faces en faisant Alt-clic pour sélectionner tout le contour. Et là, je vais aller chercher bizarrement dans point nouvelle arête ou nouvelle face à partir des points. Bon, je n'ai pas de points, mais c'est pas grave. Et là, il vient bien me recréer une surface à la place de là où j'avais mes 12 petites faces. Ce qu'on voit ici, eh ben, c'est que mon mapping ne marche plus du tout. Et pour voir ce qui s'est passé, je vais retourner en mode wireframe. Et vous voyez, Blender a essayé de venir me reconnecter chacun des points sans comprendre qu'il s'agissait d'une trame régulière XY. Donc a priori, ici, ben, c'est pas terrible. On va donc supprimer cette face et voir une deuxième méthode qui se trouve cette fois-ci dans Face, Fill, et le raccourci étant Alt F. F pour les faces, Alt F pour Fill. Ici, c'est un peu mieux. Mon mapping n'a pas été trop déstructuré, mais il est venu me rajouter des points un peu partout, des arêtes, des triangles un peu partout. Là, ce qui s'est passé, si je me mets en mode point par exemple, on voit que j'avais ici des points existants. Et ces points-là, Blender ne sait pas ou n'a pas compris qui devait venir me les connecter quelque part par là. Il est venu me les connecter aux points les plus proches, qui pour celui-ci c'est ce point, pour celui-ci c'est à la fois ce point et ce point. Donc on se retrouve ici avec des triangles pas très gracieux. On peut essayer de dissoudre ces triangles avec une option, je vais sélectionner ces quatre faces, qui s'appelle Triangle to Quads. Il y a de fortes chances que ici ça ne fonctionne pas, puisque Blender a essayé de me dessiner le nombre de triangles minimum. Les quads, je ne l'ai pas dit, mais ce sont des espèces de faces à quatre côtés, des polygones à quatre côtés. Donc on va essayer cette commande, Alt J, et vous voyez, ça n'a pas extrêmement bien marché. Il a réussi à me supprimer ou à me fusionner deux triangles sur les quatre que j'avais.
Il peut même se trouver que dans certains cas, je me retrouve avec des points comme celui-ci et celui-ci, qui sont des points qui typiquement ne servent à rien. En tout cas, à pas grand-chose. Je pourrais les dissoudre, les supprimer, et ces 4 points étant alignés, ces 2-là, au milieu, ben, n'apportent pas d'informations supplémentaires, à part forcément si je viens les déplacer. Si je les sélectionne et que je les dissous, il ne s'est absolument rien passé. En tout cas, ma géométrie est la même. Là, c'est facile, ici j'en ai que 2 de ces points qui servent à rien. Mais il se peut, souvent quand j'importe un modèle d'un autre logiciel, au hasard logiciel nul comme SketchUp, il se peut que des points comme ça, j'en ai des milliers. Pour les retrouver assez facilement, je vais en sélectionner juste un. Bon, il faut que j'en repère un. Et je vais aller dans Sélection, Sélection similaire. Vous voyez le raccourci Shift-G au clavier. Shift-G, et je vais sélectionner tous les points qui ont le même nombre de connexions à des arêtes. Avant de cliquer dessus, je vais vous montrer. Ici, ce point-là est connecté à 2 arêtes, qui a priori est un cas un peu exceptionnel où beaucoup de points, comme celui-ci, sont connectés à 1, 2, 3, 4 arêtes, ce qui est le cas un peu courant dans ce type de maillage, voire 1, 2, 3, ici, pour les points qui se retrouvent dans les coins de mes boîtes, ou dans des faces à trous. Bref, si je resélectionne ce point et que je fais Shift-G sélectionné par nombre de connexions aux arêtes, et bien ici Blender m'en a trouvé que 2, c'était bien les 2 du début, et une fois que ces 2 sont sélectionnés, je peux faire supprimer et dissoudre ces points. Ok, ici j'ai plus de points qui m'embêtent, je vais pouvoir resélectionner ce contour par exemple, et faire F au clavier, ou Alt F pour retrouver un maillage à peu près correct. Je peux essayer ici de faire Alt J, et bingo, ça a marché. Donc pour rappel, Alt J, transformer ces triangles en quad. Et ici, pas de problème, il est venu me créer des polygones. Bref. Il existe une troisième méthode de remplir des faces, après les raccourcis F et Alt F. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Oups, un peu trop. Je vais me remettre en mode Edge, resélectionner mon contour et aller chercher dans le menu face cette dernière commande qui s'appelle remplissage par grille, qui, elle, fonctionne très bien si votre maillage est régulier, c'est-à-dire, on va le voir après, mais a le même nombre de points d'un côté comme de l'autre, comme c'était typiquement le cas ici. Et voilà, Blender est venu me remplir ça tout bien comme il faut. Si ça marche pas bien chez vous, il faut venir jouer sur ces 2 options que j'avoue ne pas avoir trop compris. Je suppose que Offset vient décaler les... Quant au span, je crois n'avoir pas trop pris. Ah si, peut-être vient-il sauter certains points. Bon, bref, j'en suis pas sûr, donc je ne dirai. Bon voilà, je crois qu'en fait c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Mais je pense qu'à partir d'ici, on peut, ou vous pouvez, continuer la modélisation en rajoutant autant de détails que vous voulez. Bref, j'ai pas trop envie de le faire. J'ai déjà modélisé le Bauhaus plus d'une fois. Vous pourrez aller voir ça sur nos pages Sauvargeon, soit sur Instagram, soit sur Facebook, si le cœur vous en dit. Toutes les images n'ont pas été faites qu'avec Blender. Sur certaines, il y a beaucoup de Photoshop. Mais la modélisation et quelques rendus, notamment les rendus en non photoréaliste, ont été faits à partir de Blender. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on verra une autre méthode de modélisation dans un prochain épisode.